Je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans. Mon mari m'a dit qu'il travaillait tard tous les soirs pendant 3 mois d'affilée. Une nuit, je suis allée à son bureau à minuit pour lui faire la surprise de lui apporter le dîner. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre de son bureau, ce que j'ai vu m'a glacé le sang et j'ai laissé tomber la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Le bruit de ses boîtes heurtant le sol résonne encore dans mes cauchemars. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite et comment je me suis assurée qu'il regrette chaque mensonge, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous me regardez. Maintenant, laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début, car vous devez comprendre comment une femme qui pensait avoir le mariage parfait est devenue celle qui a réduit cette illusion en cendres. Je m'appelle Chloé Martin et je vis à Lyon. Du moins, c'est là que ce cauchemar a eu lieu. Je suis professeure des écoles, en CE2 pour être précise. J'adore mon travail. J'adore ces enfants. Chaque matin, je me réveille excitée à l'idée de voir leur visage, de les voir apprendre, de faire partie de leur croissance. L'enseignement a toujours été ma vocation, ma raison d'être. Mais il y a 3 mois, j'ai commencé à me réveiller dans un lit vide. Et cette joie a commencé à sonner creux, parce que la personne avec qui je voulais la partager n'était plus jamais là. J'ai rencontré Mathieu à l'université, à la fac de Lyon. J'étudiais les sciences de l'éducation, lui l'informatique. Nous étions tous les deux en 2e année quand nous nous sommes rencontrés à une soirée étudiante. Il n'était pas comme les autres garçons. Il était concentré, ambitieux, respectueux. Il parlait de construire un avenir, de créer quelque chose de significatif. Il ne voulait pas simplement se débrouiller, il voulait exceller. Et mon Dieu, j'aimais ça chez lui. Nous sommes sortis ensemble pendant toutes nos études et 2 ans après avoir obtenu notre diplôme, il m'a demandé en mariage à l'endroit même où nous nous étions embrassés pour la première fois sur le campus. C'était magnifique. Tout dans notre histoire semblait écrit, comme si c'était notre destin. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans. Une petite cérémonie, avec la famille proche et les amis. Rien d'extravagant, mais rempli de tant d'amour. Nous avons acheté un petit pavillon dans un quartier agréable de la banlieue lyonnaise. Le genre d'endroit avec des rues bordées d'arbres et des voisins qui vous saluent. J'ai décoré cette maison avec tant de soin. Chaque meuble, chaque photo au mur, chaque plante près de la fenêtre a été choisie avec amour. Cette maison était censée être notre fondation, l'endroit où nous élèverions nos enfants, vieillirions ensemble, construirions notre héritage. Mathieu a gravi les échelons dans une ESN, une entreprise de services du numérique. Il a commencé comme chef de projet, mais il y a 3 mois, il a été promu manager de projet senior. J'étais si fière de lui. Nous avons célébré avec du champagne et des plats à emporter de notre restaurant préféré. Il m'a dit que cette promotion signifiait plus d'argent, plus de stabilité, que nous pouvions enfin commencer à essayer d'avoir un bébé comme nous l'avions prévu. Je me souviens lui avoir pris le visage entre mes mains cette nuit-là, l'avoir regardé dans les yeux et lui avoir dit à quel point je croyais en lui, à quel point je l'aimais. Je pensais chaque mot. J'aurais tout fait pour cet homme. Tout. Mais avec cette promotion, un changement est survenu. Subtil au début, puis impossible à ignorer. Mathieu a commencé à travailler tard, pas de temps en temps, tous les soirs. Au début, je comprenais. Nouveau poste, plus de responsabilité. Il doit faire ses preuves. C'est ce que je me disais. Je lui envoyais un texto vers 19h pour lui demander quand il rentrerait et il répondait « Chérie, je suis sous l'eau, probablement encore quelques heures. » Puis c'est devenu « Ne m'attends pas. » Puis il a commencé à franchir la porte à 1h du matin, parfois 2, l'air épuisé, à peine capable de tenir une conversation. J'ai essayé d'être compréhensive. Je suis une épouse qui soutient son mari. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? On soutient ses rêves, ses ambitions. Alors, je me levais tôt. Je lui préparais le petit déjeuner, son déjeuner avec des petits mots lui disant que je l'aimais. Je faisais toutes les tâches ménagères pour qu'il n'ait pas à s'en soucier en rentrant. Le dîner était prêt même s'il n'était jamais là pour le manger. Je réchauffais son assiette et la laissais dans le micro-ondes pour quand il rentrerait en titubant.
J'étais l'épouse parfaite pour un homme qui n'était presque plus un mari. La solitude a commencé à me ronger. Je m'asseyais seule à notre table de salle à manger tous les soirs. Je faisais défiler mon téléphone, regardant d'autres couples poster des photos de leur dîner en amoureux, de leur soirée cinéma, de leurs simples moments ensemble. Pendant ce temps, je mangeais seule, je dormais seule, je me réveillais seule. Je suis enseignante, donc je suis à la maison vers 16 heures la plupart du temps. Cela signifie que j'avais des heures et des heures de temps vide dans cette maison à attendre un homme qui ne rentrait jamais. Je regardais la télé, je corrigeais des copies, j'appelais mes amis, mais rien ne comblait le vide de son absence. Puis les petits signes ont commencé à apparaître. Des signes que je voulais ignorer, mais que je ne pouvais pas. Il y a environ 6 semaines, j'ai remarqué que Mathieu sentait différemment quand il rentrait à la maison. Pas une mauvaise odeur, juste différente. Une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Je lui en ai parlé une fois, nonchalamment, et il a dit qu'un de ses collègues avait renversé du café sur lui et qu'il avait emprunté un spray dans les toilettes du bureau. Ça semblait logique, je suppose, mais ça continuait à arriver. Une eau de Cologne différente, toujours avec une excuse. Puis il y a eu l'abonnement à la salle de sport. Mathieu n'avait jamais été du genre à aller à la salle. On parlait de se remettre en forme ensemble, peut-être d'aller marcher, mais il disait toujours qu'il était trop fatigué. Puis soudain, il y a 2 mois, j'ai trouvé un reçu pour un abonnement à une salle de sport. Quand je lui ai posé la question, il est devenu sur la défensive, a dit qu'il devait prendre soin de sa santé, que rester assis à un bureau toute la journée lui tuait le dos. Mais voici ce qui n'avait pas de sens. S'il quittait le travail si tard, quand allait-il à la salle de sport? À minuit? J'ai laissé tomber. Je commençais déjà à me sentir paranoïaque, comme si je cherchais des problèmes qui n'existaient pas. Son téléphone est devenu une forteresse. Il était toujours face contre la table, sur la table de chevet, dans la voiture, face retournée. Et si je jetais le moindre regard dessus quand une notification arrivait, il le saisissait si vite qu'on aurait dit qu'il allait exploser. Je ne m'étais jamais soucié de son téléphone avant. Nous nous faisions confiance. Nous n'avions rien à cacher. Mais maintenant, ce téléphone me semblait être une 3e personne dans notre mariage, une barrière que je ne pouvais pas franchir. Le pire, c'est à quel point il est devenu défensif. Je posais des questions simples. Comment s'est passée ta journée? Il me donnait des réponses d'un seul mot. As-tu déjeuné? Il agissait comme si je l'interrogeais. Quand penses-tu rentrer ce soir? Il me criait dessus, me disait d'arrêter de lui mettre la pression, qu'il faisait ça pour nous, pour notre avenir. Chaque conversation est devenue un champ de mine. J'ai commencé à marcher sur des œufs dans mon propre mariage, ayant peur de poser des questions basiques à mon propre mari parce que je ne voulais pas déclencher une dispute. Mais c'est une nuit en particulier qui a brisé mon déni. C'était un jeudi, il y a environ 3 semaines. J'avais eu une journée difficile à l'école. Un de mes élèves, un adorable petit garçon nommé Lucas, a fait une crise parce que ses parents sont en train de divorcer. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il pleurait, et ça m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Je suis rentrée à la maison émotionnellement épuisée, ayant besoin de mon mari, de quelqu'un pour me prendre dans ses bras et me dire que tout irait bien. J'ai appelé la ligne fixe du bureau de Mathieu vers 21 heures. Je voulais juste entendre sa voix. Le téléphone a sonné, sonné, sonné. Pas de réponse. J'ai appelé son portable, directement sur la messagerie. J'ai essayé de ne pas paniquer. Peut-être qu'il était en réunion. Peut-être que son téléphone était déchargé. Mais quelque chose au fond de mon ventre s'est tordu douloureusement. Cette intuition que les femmes ont, cette certitude, me hurlait que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière, mais que je ne regrette pas. Le mari de ma meilleure amie Léa, Jérôme, travaille dans la même entreprise que Mathieu, mais dans un autre service. J'ai appelé Léa et lui ai demandé de faire en sorte que Jérôme vérifie nonchalamment si Mathieu était encore au bureau. J'ai inventé une excuse, disant que j'avais besoin de savoir si je devais l'attendre ou simplement aller me coucher. 20 minutes plus tard, Léa m'a rappelé. Sa voix était prudente. Trop prudente. Elle a dit que Jérôme était passé devant le bureau de Mathieu vers 20h30 et qu'il était sombre, vide. La voiture de Mathieu n'était pas non plus dans le parking.
Il était déjà parti, probablement à son heure habituelle, vers 18 heures, comme tout le monde. Alors, où avait-il été pendant les 3 dernières heures? Et pourquoi avait-il menti en disant qu'il travaillait tard? Je me suis assise sur notre canapé cette nuit-là, dans le noir, à l'attendre. Il est rentré à 1h15 du matin. Je l'ai observé depuis l'ombre tandis qu'il enlevait ses chaussures, desserrait sa cravate, vérifiait son téléphone avec un petit sourire aux lèvres, un sourire que je n'avais pas vu dirigé vers moi depuis des mois. Je lui ai demandé, la voix aussi calme que possible, « Longue journée au travail ?» Il m'a à peine regardé, a dit « Ouais, chérie, épuisante, je vais prendre une douche et me coucher. » Il n'a même pas remarqué que j'avais pleuré. Il n'a pas remarqué que mes mains tremblaient. Il a pris sa douche, s'est mis au lit et s'est endormi en quelques minutes, tandis que je restais allongée à côté de lui, ayant l'impression de dormir à côté d'un étranger. C'est à ce moment-là que j'ai su, pas suspecté, su que mon mari me mentait. L'homme que j'aimais depuis plus de 10 ans, l'homme autour duquel j'avais construit toute ma vie d'adulte, me mentait droit dans les yeux, nuit après nuit, et le pire, c'est que je n'avais aucune idée de la vérité. Est-ce qu'il me trompait? Jouait-il à des jeux d'argent? Avait-il des ennuis? Mon esprit est allé dans les endroits les plus sombres. Je ne pouvais plus manger, plus dormir. J'enseignais à ses enfants pendant la journée avec un sourire plaqué sur le visage, alors qu'à l'intérieur, j'étais en train de mourir, absolument en train de mourir de ne pas savoir. J'ai pensé à le confronter. J'ai rejoué la conversation dans ma tête 1000 fois. Mais chaque scénario se terminait de la même manière. Il nierait, me ferait passer pour folle, me manipulerait pour que je pense que j'étais paranoïaque et contrôlante. J'avais vu ça arriver à d'autres femmes. Je n'allais pas être cette femme qui confronte sans preuve, et finit par s'excuser d'être insécure. Non. Si je devais confronter Mathieu, j'avais besoin de voir la vérité de mes propres yeux. J'avais besoin de preuves qu'il ne pourrait pas nier, qu'il ne pourrait pas expliquer. Alors, j'ai élaboré un plan. Un plan qui soit me prouverait que j'avais tort et me laisserait dormir à nouveau en paix, soit me donnerait raison et réduirait mon monde entier en cendres. Dans un cas comme dans l'autre, j'avais besoin de savoir. Je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude, cette prison de suspicion et de demi-vérité. J'ai décidé que j'allais lui faire une surprise au travail, débarquer avec le dîner, être l'épouse aimante qui apporte à son mari travailleur un repas fait maison. S'il travaillait vraiment tard, il serait heureux de me voir, non? Il serait reconnaissant et je me sentirais mal d'avoir douté de lui. Mais au moins, je saurais. Mais s'il n'était pas là, ou si quelque chose d'autre se passait, eh bien, alors j'aurais ma réponse. J'ai choisi un vendredi soir. J'ai passé toute la journée à cuisiner. J'ai préparé tous les plats préférés de Mathieu. Un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures avec la recette secrète de ma grand-mère. Le genre de plat qui réconforte et qui embaume toute la maison. Un gratin dauphinois, le vrai, avec une croûte bien dorée sur le dessus. Une salade verte avec une vinaigrette maison. Je l'ai appris de sa mère. J'ai tout emballé dans de belles boîtes, les bonnes. Et j'ai tout arrangé avec soin. J'ai même inclus un mot écrit à la main qui disait « Pour mon mari qui travaille si dur, je t'aime ». Regarder ce mot maintenant me donne envie de vomir. Pendant que je cuisinais, je n'arrêtais pas de me dire que j'étais ridicule, que j'allais arriver à son bureau et me couvrir de honte, qu'il rirait, me prendrait dans ses bras, que nous mangerions ensemble et que tout irait bien. Je voulais tellement avoir tort. Je voulais que ma paranoïa ne soit que ça, de la paranoïa. Je voulais que mon mariage soit réel. Mais cette petite voix dans mon ventre, elle ne voulait pas se taire. Elle n'arrêtait pas de murmurer. « Tu sais que quelque chose ne va pas, tu le sais. » J'ai quitté la maison vers 23h30 ce soir-là. Le trajet jusqu'à son bureau dans le quartier de la Part-Dieu prend environ 25 minutes sans circulation. J'ai passé tout le trajet à essayer de calmer mon cœur qui battait la chamade. Mes mains étaient moites sur le volant. J'avais la nourriture sur le siège passager et l'odeur qui me rendait habituellement heureuse me donnait la nausée. Je n'arrêtais pas de penser « Fais demi-tour. Fais juste demi-tour. Tu ne veux pas savoir. L'ignorance est une bénédiction. » Mais je ne pouvais pas. J'étais allée trop loin. J'avais soupçonné trop longtemps.
Je devais affronter la vérité qui m'attendait dans cet immeuble. Quand je suis arrivée dans le parking souterrain, la première chose que j'ai vue, c'est la voiture de Mathieu, cette Peugeot 508 grise métallisée que nous avions achetée ensemble il y a 2 ans. Elle était garée à sa place habituelle, donc il était bien là. Ça aurait dû être rassurant, non? Mais ça ne l'était pas. Voir cette voiture dans ce parking sombre et presque vide m'a noué l'estomac. L'immeuble était principalement dans le noir. C'est une tour de bureau de 12 étages et je pouvais voir peut-être 3 ou 4 fenêtres allumées. La plupart des gens étaient rentrés chez eux depuis des heures, auprès de leur famille, de leur vie. Mais pas mon mari. Mon mari était toujours là, travaillant tard, comme toujours. J'ai pris les boîtes de nourriture et mon sac à main et je me suis dirigée vers l'entrée de l'immeuble. Le hall était étrangement silencieux. Il y avait juste un agent de sécurité à l'accueil, un homme plus âgé que j'avais déjà vu quelquefois en rendant visite à Mathieu au travail. Il a levé les yeux quand je suis entrée, surpris de voir quelqu'un si tard. Je lui ai souri, lui ai dit que je faisais une surprise à mon mari avec le dîner. Il m'a souri en retour, a dit que c'était gentil, que Mathieu était un homme chanceux. J'avais envie de crier. Au lieu de ça, je l'ai remercié et je me suis dirigée vers les ascenseurs. Mathieu m'avait donné un badge d'accès d'urgence il y a des années, juste après notre mariage. Il avait dit que c'était juste au cas où j'aurais besoin de le rejoindre au travail en cas d'urgence. Je ne l'avais jamais utilisé, jamais eu besoin, mais je l'avais gardé dans mon portefeuille toutes ces années. Et maintenant, j'étais là, l'utilisant pour enquêter sur mon propre mari. J'ai passé le badge, appuyé sur le bouton du 12e étage, et je suis entrée dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées et soudain, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le trajet en ascenseur m'a semblé durer 1 heure. Je regardais les chiffres monter. 5, 6, 7. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. 8, 9, 10. Je voulais appuyer sur le bouton d'arrêt, faire demi-tour, ne pas voir ce que j'allais voir. 11, 12. L'ascenseur a sonné et les portes se sont ouvertes. Le couloir était sombre, à l'exception d'une seule lumière. Une unique lumière venant du fond du couloir, brillant comme un phare, comme un avertissement. Le bureau de Mathieu. Je pouvais le voir d'où j'étais. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à marcher. Le bruit de mes talons claquait sur le carrelage et j'ai pensé à les enlever pour ne pas faire de bruit, mais je n'arrivais pas à bouger. J'étais comme paralysée, dans une sorte de transe, avançant alors que chaque partie de moi voulait fuir. En m'approchant, j'ai entendu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un rire de femme, léger et musical, mêlé à la voix plus grave de Mathieu. Il riait. Mon mari, qui rentrait à la maison trop épuisé pour avoir une conversation avec moi, riait avec quelqu'un à minuit dans son bureau. J'ai atteint sa porte. C'est l'un de ces bureaux avec une grande paroi vitrée qui permet de voir à l'intérieur, probablement pour des raisons de sécurité ou de transparence, ou je ne sais quelle raison d'entreprise. Je suis restée là, juste en dehors de la lumière, cachée dans l'ombre du couloir, et j'ai regardé. J'ai regardé à travers cette vitre et ce que j'ai vu m'a détruite, m'a tuée, m'a arraché le cœur de la poitrine et l'a piétiné. Mathieu était assis sur le canapé du bureau, le beau canapé en cuir près de son bureau. Et à côté de lui, presque sur lui, se trouvait Camille, son assistante. Cette jeune femme, peut-être 25 ans, jolie, mince, avec de longues tresses et un maquillage parfait. Sa tête reposait sur son épaule. Son bras était autour de sa taille, la tenant près de lui comme si elle y avait sa place. Et dans leurs mains, ils avaient des verres de vin. Du vin, pas du café, pas de l'eau. Du vin. Ils ne travaillaient pas. Ils avaient un moment intime. Le genre de moment qui est censé être réservé aux personnes en couple. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Ça aurait pu être des secondes ou des minutes. Le temps a cessé d'exister. Tout ce que je pouvais voir, c'était mon mari étant affectueux avec une autre femme. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était cette douleur insupportable qui se propageait dans ma poitrine comme un poison. Mes mains sont devenues engourdies. Les boîtes de nourriture que je tenais, la nourriture que j'avais passé toute la journée à préparer avec amour, ont glissé de mes mains et se sont écrasées sur le sol. Le bruit a été explosif dans ce couloir silencieux.
Des boîtes en plastique qui se fendent, de la nourriture qui se répand partout, des assiettes qui s'entrechoquent. Le bruit les a fait sursauter tous les deux comme s'ils avaient été électrocutés. Leurs têtes se sont tournées brusquement vers la porte. Vers moi. J'ai vu le visage de Mathieu se transformer en temps réel. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis la terreur absolue. La pure terreur. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte, et toute la couleur a quitté son visage comme si quelqu'un avait ouvert un robinet et l'avait laissé s'écouler. L'expression de Camille était différente. Le choc, oui, mais aussi la culpabilité. Elle savait. Elle savait exactement qui j'étais. Elle savait que j'étais sa femme. Et elle était assise là, la tête sur son épaule, buvant du vin avec lui à minuit comme si elle en avait le droit. Je ne pouvais pas bouger, pas parler, pas respirer. Nous nous sommes juste regardés à travers cette vitre, figés dans ce moment horrible. Mathieu s'est levé en se précipitant, manquant de renverser son verre de vin. Il a repoussé Camille loin de lui comme si elle l'avait brûlé, créant une distance qui ne signifiait plus rien maintenant. Le mal était fait. J'avais tout vu. Camille s'est levée aussi, ses mains tremblantes, ses yeux allant de Mathieu à moi comme si elle cherchait une issue de secours. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que moi, debout dans cette embrasure de porte avec de la nourriture éparpillée autour de mes pieds et mon monde entier qui s'effondrait autour de moi. Je ne sais pas d'où est venue la force, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai bougé. J'ai poussé la porte du bureau et je suis entrée. Mes chaussures ont craqué sur les boîtes cassées que j'avais laissées tomber. J'ai laissé des traces de gratin et de bourguignons sur le sol. Je m'en fichais. Le bureau sentait le vin et le parfum. Son parfum, cher, floral, le genre d'odeur qui persiste. Je me suis demandé combien de fois Mathieu était rentré à la maison en sentant ça et que je ne l'avais pas remarqué. Combien de fois avait-il transporté son odeur dans notre lit, dans notre maison, dans notre mariage? Quand j'ai enfin parlé, ma voix est sortie froide, plus froide que je ne me savais capable. Alors, c'est ça, le projet de fin de soirée sur lequel tu as travaillé. Les mots semblaient de la glace dans ma bouche. Mathieu a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Il a réessayé. « Chérie, ce n'est pas. » Je l'ai coupé avec un rire amer et creux qui m'a fait peur à moi-même. N'ose pas, n'ose même pas dire que ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai des yeux, Mathieu. Je peux voir. Il a commencé à bafouiller, les mots se bousculant dans sa panique. On fêtait juste la conclusion d'un contrat. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas. Ce n'est pas. Je me suis approchée de lui d'un pas. Vous fêtiez ça à minuit, avec du vin, avec ton bras autour d'elle, avec sa tête sur ton épaule comme si vous étiez un couple. Camille a finalement essayé de parler. Sa voix était faible, tremblante. « Madame Martin, je peux expliquer. » Je me suis tournée vers elle si vite qu'elle a tressailli. Le regard que je lui ai lancé a dû être terrifiant car elle a reculé d'un pas. N'ose pas me dire un mot. Pas un seul mot. Tu savais qu'il était marié. Tu sais qui je suis. Tu as vu des photos de moi dans ce bureau. Et tu t'es assise là avec ta tête sur l'épaule de mon mari quand même. Tu n'as rien à m'expliquer. Elle a fermé la bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Bien. Je voulais qu'elle ressente une fraction de la douleur qui me déchirait actuellement. Mathieu a essayé une autre approche. Camille avait des problèmes de couple. Elle était contrariée et j'écoutais juste. J'étais juste un ami. J'ai ri de nouveau. Ce même son terrible. Un ami? À minuit, en privé, avec du vin et un contact physique? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? J'ai regardé le canapé où ils étaient assis. J'ai vu la bouteille de vin sur la table basse, presque vide. Depuis combien de temps étaient-ils ici ensemble? Combien de nuits cela s'était-il produit pendant que j'étais seule à la maison à l'attendre? J'ai montré le vin du doigt. C'est du café, Mathieu? Parce que tu m'as dit que tu travaillais. Travailler demande du café, non? Pas du vin. Le vin, c'est pour les rendez-vous, pour la romance, pour les gens qui sont plus que des collègues. Il n'avait pas de réponse. Il est juste resté là, l'air coupable comme pas possible. J'ai continué, ma voix devenant plus tranchante à chaque mot. Et tu sais ce qui est vraiment drôle? Ton collègue Jérôme.
Il a dit à mon ami que tu quittes le bureau à 18 heures la plupart des soirs. 18 heures. Alors, où est-ce que tu allais? Ici? Tu revenais ici après que tout le monde soit parti pour jouer à la petite maison avec ta petite assistante. La vérité était écrite sur son visage. Il ne pouvait pas le nier. Il ne pouvait pas l'expliquer. Camille était devenue complètement silencieuse, ses bras enroulés autour d'elle comme si elle pouvait se faire disparaître. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu des textos que je l'avais vus cacher, de l'eau de Cologne, des nuits tardives. Ce n'était pas une chose ponctuelle. Cela durait depuis des semaines, peut-être des mois. C'était une habitude, une routine. Ils avaient un système. J'ai regardé la nourriture éparpillée dans le couloir. La nourriture que j'avais préparée de mes propres mains pour un homme qui se nourrissait de la compagnie d'une autre femme. Le symbolisme ne m'a pas échappé. J'avais nourri un homme qui m'affamait d'amour, d'attention, d'honnêteté. J'avais été l'épouse parfaite pour un homme qui était occupé à jouer au mari avec quelqu'un d'autre. Je me suis retournée vers eux, ces deux personnes qui m'avaient trahi de différentes manières. Et j'ai senti quelque chose changer en moi. La douleur était toujours là, vive et à vif. Mais quelque chose d'autre émergeait, la colère. Une colère froide et calculée. Je me suis dirigée vers la nourriture sur le sol, j'ai ramassé une boîte écrasée de gratin dauphinois et je l'ai fait glisser vers eux d'un coup de pied. Elle a glissé sur le sol poli du bureau et s'est arrêtée aux pieds de Mathieu. Profitez bien de votre repas de fin de soirée. J'ai fini de nourrir les menteurs. Je l'ai dit doucement, mais avec tellement de venin que tous les deux ont tressailli. Puis j'ai tourné les talons et je suis sortie. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché la tête haute, les laissant là, dans ce bureau, entourée des preuves de leur trahison et de mon cœur brisé. La descente en ascenseur était différente de la montée. Je n'étais plus nerveuse. Je n'avais plus peur de ce que je pourrais trouver. Je l'avais trouvé. Je l'avais vu. Et maintenant, je savais exactement à quoi j'avais affaire. L'agent de sécurité m'a dit au revoir alors que je traversais le hall. Je lui ai souri, lui ai souhaité une bonne nuit comme si tout était normal, comme si ma vie ne venait pas d'exploser. Je suis montée dans ma voiture. J'ai quitté ce parking et j'ai roulé environ 3 pâtés de maison avant de devoir m'arrêter. C'est là que ça m'a frappé. Vraiment frappé. Tout le poids de ce que je venais de voir s'est abattu sur moi comme un tsunami et je me suis effondrée. J'ai crié. J'ai pleuré si fort que je ne pouvais plus voir. J'ai frappé le volant de mes mains jusqu'à ce qu'elle me fasse mal. Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille. C'était physique, comme si quelqu'un m'écrasait la poitrine, me serrait les poumons, me déchirait le cœur en deux. Mais je ne pouvais pas m'effondrer dans ma voiture sur une rue au hasard. Je devais aller quelque part en sécurité, un endroit où je pourrais me laisser briser complètement. J'ai conduit jusqu'à la maison de Léa, ma meilleure amie depuis nos années de fac, ma sœur dans tout ce qui compte. Je l'ai appelée depuis l'allée et elle a dû entendre quelque chose dans ma voix car elle n'a pas posé de questions, a juste dit « J'ouvre la porte tout de suite ». Quand je suis entrée, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a prise dans ses bras. C'est là que j'ai vraiment perdu le contrôle. J'ai pleuré pour tout, pour les années que j'avais gaspillées, pour la confiance brisée, pour l'avenir que je pensais que nous aurions et qui était maintenant parti, pour l'idiote que j'avais été en préparant le dîner pour un homme qui nourrissait quelqu'un d'autre de son attention et de son affection. Léa m'a laissé pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Puis elle m'a assise sur son canapé, a mis une couverture sur mes épaules et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté, chaque détail, l'expression de son visage, la tête de Camille sur son épaule, le vin, les mensonges, tout. Le visage de Léa est passé par une série d'émotions. Le choc, la colère, le dégoût, la fureur. Quand j'ai eu fini, elle faisait les 100 pas dans son salon comme un lion en cage. Elle a dit des choses sur Mathieu que je ne peux pas répéter. Elle l'a traité de noms que je ne savais même pas qu'elle connaissait. Elle a dit que nous devrions y retourner et les affronter tous les deux, détruire sa voiture, l'afficher sur les réseaux sociaux. Mais je l'ai arrêtée. J'ai dit « Non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. » Parce que quelque part entre ce bureau et le canapé de Léa, mes larmes avaient séché. La phase des pleurs était terminée. Ce qui l'a remplacée, c'était une détermination froide et stratégique. Je n'allais pas être l'épouse folle et émotive qui fait une scène.
Je n'allais pas être la femme dont tout le monde a pitié. J'allais être intelligente. J'allais m'assurer que Mathieu ressente chaque once de la douleur qu'il m'avait causée. Mais j'allais le faire d'une manière qui le détruirait complètement. Pas seulement émotionnellement, mais professionnellement, financièrement, socialement. J'allais démanteler la vie qu'il avait construite pendant qu'il était trop occupé à construire un mensonge. Léa m'a regardée et j'ai vu la compréhension poindre dans ses yeux. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu quand nous étions à l'école et que quelqu'un essayait de s'en prendre à l'une de nos amies de la fac. Elle savait que je n'étais plus seulement blessée. J'étais en mode guerre. Elle s'est assise à côté de moi et a dit « D'accord. De quoi as-tu besoin ?» J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Puis j'ai dit « J'ai besoin de rentrer à la maison. Je dois l'affronter. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas pleurer devant lui. Je vais être glaciale. Et ensuite, je vais rassembler toutes les preuves que je peux trouver et je vais lui prendre tout ce qu'il a. » Il était presque 3 heures du matin quand je suis rentrée à la maison. La maison. Pouvais-je encore l'appeler ainsi? Cette maison que nous avions achetée ensemble, décorée ensemble, où nous avions fait l'amour, nous étions disputés, avions rêvé. Tout était contaminé maintenant, empoisonné par sa trahison. Quand je suis entrée dans l'allée, j'ai vu des lumières allumées à l'intérieur. Mathieu était à la maison, probablement en train de faire les 100 pas, de paniquer, d'essayer de trouver quoi me dire. Bien, qu'il panique, qu'il ressente une fraction de l'anxiété que j'avais ressentie pendant des mois. Je suis entrée et il était là, dans le salon. Il a sursauté en me voyant, son visage un mélange de peur et de désespoir. Il a commencé à parler immédiatement, les mots sortant comme si un barrage avait cédé. « Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Il ne s'est rien passé. Nous parlions juste. Camille traverse une période difficile et j'essayais de l'aider. » J'ai levé la main et il s'est arrêté de parler comme si j'avais appuyé sur un bouton pause. Je l'ai regardé, vraiment regardé, cet homme que j'avais aimé pendant plus de 10 ans, cet homme en qui j'avais placé toute ma confiance, et je n'ai ressenti que du mépris. J'ai dit, d'une voix plate et sans émotion, « Je dors dans la chambre d'amis. Ne me parle pas. » Il a essayé de me suivre, a essayé de continuer à s'expliquer, mais j'ai fermé la porte de la chambre d'amis à son nez et je l'ai verrouillée. Je l'entendais de l'autre côté, suppliant, s'excusant, faisant des promesses. J'ai tout ignoré. Je me suis mise dans ce lit, dans cette chambre qui était censée être pour les invités, mais qui était maintenant mon sanctuaire contre mon propre mari, et j'ai fixé le plafond. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer. Maintenant, il était temps de réfléchir, de planifier, de me préparer à la guerre. Les 3 jours suivants ont été les plus surréalistes de ma vie. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme. J'allais au travail, j'enseignais à mes élèves, je souriais quand il le fallait, et je rentrais chez un homme à qui je refusais de parler. Mathieu a tout essayé. Il a essayé de s'excuser. Il a essayé de s'expliquer. Il a essayé de se mettre en colère, m'accusant de réagir de manière excessive. Il a essayé la pitié, pleurant et suppliant. Rien n'a fonctionné. Je suis restée complètement froide, complètement silencieuse. Mais pendant que je lui faisais la tête, j'étais aussi occupée, très occupée. D'abord, j'ai examiné nos relevés de compte. Nous avions des comptes joints, donc j'avais tout à fait le droit de voir où allait notre argent. Ce que j'ai trouvé m'a rendue physiquement malade. Des dîners coûteux dans des restaurants romantiques, débités sur sa carte de crédit, des endroits où nous n'étions jamais allés ensemble, des fleurs achetées chez des fleuristes haut de gamme. Je n'ai jamais reçu ces fleurs. Des frais d'hôtel, plusieurs frais d'hôtel. Et voici celui qui m'a donné envie de tout brûler. Un frais d'hôtel datant du 14 février, notre 5e anniversaire de mariage. Le week-end où Mathieu m'avait dit qu'il devait aller à une conférence à Paris. Il m'avait appelé de l'hôtel et m'avait dit à quel point je lui manquais, à quel point il aurait aimé que je sois là. Je l'avais cru. J'étais restée seule à la maison pour notre anniversaire pendant qu'il était dans un hôtel romantique à 45 minutes de Lyon avec elle, avec Camille. Il avait passé notre anniversaire avec sa maîtresse. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque dépense suspecte,
Chaque séjour à l'hôtel, chaque dîner, chaque dépense inexpliquée. Ensuite, je suis passée à ses relevés téléphoniques. Nous avions un forfait famille, donc je pouvais accéder aux factures détaillées. Ce que j'ai trouvé a confirmé mes pires soupçons. Plus de 500 SMS en un mois à un seul numéro. J'ai appelé ce numéro en numéro masqué. Et bien sûr, Camille a répondu d'un joyeux bonjour. J'ai raccroché sans rien dire. 500 textos. C'est plus de messages qu'il ne m'en avait envoyé toute l'année. J'ai commencé à regarder les réseaux sociaux. Mathieu ne postait pas beaucoup, mais Camille, si. J'ai trouvé son compte Instagram, et c'était une mine d'or de preuves. Des photos d'événements d'entreprise où elle et Mathieu se tenaient toujours un peu trop près. Une photo d'il y a 2 mois où elle portait un bracelet, une délicate chaîne en or avec un petit diamant. J'ai reconnu ce bracelet. Mathieu m'avait dit qu'il avait perdu un bracelet qu'il avait acheté pour l'anniversaire de sa mère. Apparemment, il ne l'avait pas perdu. Il l'avait simplement donné à quelqu'un d'autre. Il y avait des photos d'elle dans des restaurants que je reconnaissais sur les relevés de cartes de crédit. Elle les avait postées des semaines auparavant, et je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Pourquoi l'aurais-je fait? Je faisais confiance à mon mari. Je ne pensais pas avoir besoin de traquer ses collègues sur les réseaux sociaux à la recherche de preuves d'infidélité. Mais maintenant, en regardant ses publications avec ce que je savais, tout était si clair. Elle avait étalé leur relation juste sous mon nez, de manière assez subtile pour que je ne le remarque pas à moins de le chercher. À la fin de ces 3 jours, j'avais compilé un dossier de preuves qui aurait rendu fier un procureur. Relevés bancaires, relevés téléphoniques, capture d'écran des réseaux sociaux, reçus d'hôtel, tout était organisé, daté et sauvegardé à plusieurs endroits. Stockage en ligne, mon ordinateur portable, une clé USB que j'ai cachée dans ma salle de classe au travail. Je ne prenais aucun risque. Ces preuves étaient mes munitions et j'allais utiliser chaque balle. Le vendredi soir, j'ai décidé qu'il était temps. Temps de cesser d'être silencieuse. Temps de le confronter avec tout ce que je savais. Je suis rentrée du travail et Mathieu était déjà là. Il rentrait tôt tous les jours cette semaine-là, essayant de prouver quelque chose. J'imagine qu'il essayait de me montrer qu'il avait changé, qu'il ne travaillait plus tard. Trop peu, trop tard. J'ai tout imprimé, chaque relevé de compte, chaque facture téléphonique, chaque capture d'écran. Je les ai tous étalés sur la table de notre cuisine comme si je préparais une présentation. Puis, j'ai appelé Mathieu dans la cuisine. Quand il est entré et a vu ce que j'avais fait, son visage est devenu blême. Il a regardé la table couverte de preuves de sa trahison et je l'ai vu réaliser que je savais tout. Pas seulement pour cette nuit-là où je les avais surpris. Tout. Les mois de mensonges, l'argent qu'il avait dépensé, la double vie qu'il menait. Il a essayé de parler, mais je l'ai coupé. « Assieds-toi », ai-je dit. Il s'est assis. Je suis restée debout. Je voulais que le rapport de force soit clair. J'ai commencé à lui présenter les preuves comme si j'étais une enquêtrice présentant un dossier. Le 14 février, notre anniversaire. Tu m'as dit que tu étais à une conférence à Paris. J'ai fait glisser le reçu de l'hôtel sur la table. Cette facture d'hôtel dit le contraire. C'est un hôtel de charme, un lieu romantique pour couple à 45 minutes d'ici. Pendant que j'étais seule à la maison pour notre anniversaire, tu étais là-bas avec elle. Tu veux expliquer ça? Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Aucune explication n'est venue. J'ai continué. Ce bracelet? Je lui ai montré la capture d'écran d'Instagram, celui que tu as dit avoir acheté pour ta mère et que tu as ensuite perdu. Camille le porte. Alors, soit tu l'as perdu et elle l'a trouvé par coïncidence et il lui allait parfaitement au poignet, soit tu m'as menti et tu le lui as donné. Lequel des deux? Silence. Je suis passée aux factures téléphoniques. 547 SMS à son numéro en un mois. C'est plus que tu ne m'en as envoyé au cours de la dernière année. De quoi pouviez-vous bien parler avec ton assistante pour nécessiter 547 SMS? À chaque preuve que je présentais, je le voyais s'effondrer un peu plus. Ses épaules se sont affaissées. Sa tête est tombée. Ses mains ont commencé à trembler. Mais je n'avais pas fini. Je lui ai montré chaque dîner, chaque dépense, chaque mensonge. J'avais des preuves pour tout, au sens propre comme au figuré. Quand j'ai eu fini, je l'ai regardé. Cet homme qui était censé être mon partenaire, mon égal, mon pour toujours,
et je lui ai posé la question dont je connaissais déjà la réponse. Depuis combien de temps ça dure? Il a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. 4 mois, a-t-il murmuré. 4 mois. Un tiers d'année. Il me trompait depuis 4 mois pendant que je planifiais notre avenir, que nous parlions de bébé. Il construisait une relation avec quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête lentement, absorbant cette information. 4 mois de mensonges, 4 mois de nuits tardives, 4 mois à dormir à côté de moi en pensant à elle. J'ai dit, « Je veux que tu saches quelque chose, Mathieu. Ce n'est pas juste arrivé. Tu n'as pas glissé et es tombé dans une liaison. Tu as fait des choix. Chaque SMS, chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, c'était des choix. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de manquer de respect à notre mariage. Tu as choisi d'utiliser notre argent, de l'argent que j'ai aidé à gagner, pour inviter et gâter une autre femme. Tu as choisi de passer notre anniversaire avec elle au lieu de moi. Ce sont des décisions conscientes que tu as prises, et je veux que tu comprennes que je ne te les pardonnerai jamais. » Il a essayé de parler, de s'excuser, de trouver des excuses. Il a dit les mots que tous les infidèles disent. Ça ne signifiait rien. Elle ne signifie rien. C'est toi que j'aime. J'ai fait une erreur. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. Et peut-être qu'à une autre époque, ces mots auraient fonctionné. Peut-être que s'il les avait dit des semaines auparavant, avant que je ne voie toute l'étendue de sa trahison, ils auraient eu fissuré ma résolution. Mais pas maintenant. Maintenant, ces mots étaient vides, dénués de sens. Je les avais déjà entendus de la part d'autres hommes essayant de justifier leur trahison. Ils ne signifient jamais rien. J'ai enlevé mon alliance, cette belle bague qu'il avait mise à mon doigt il y a 5 ans, promettant de m'aimer et de me chérir pour le meilleur et pour le pire. Je l'ai posée sur la table, juste au-dessus de toutes les preuves de son infidélité. Le symbolisme ne nous a échappé à aucun de nous deux. Je demande le divorce, ai-je dit calmement. Et tout le monde saura exactement pourquoi. Son visage est passé du blanc au vert. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je démissionnerai. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai coupé. Tu aurais dû y penser avant de mettre ton bras autour d'elle, avant de passer notre anniversaire avec elle, avant de me mentir pendant 4 mois d'affilée. C'est trop tard, Mathieu. Tu as tué ce mariage. Pas moi. Toi. Je l'ai laissé assis à cette table, sanglotant sur les preuves de sa propre trahison. Je suis retournée dans la chambre d'amis, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé Léa. « J'ai besoin d'un avocat », lui ai-je dit. « La meilleure avocate en divorce que tu connaisses? Quelqu'un qui détruit les gens pour gagner sa vie. » Léa n'a pas hésité. Je sais exactement qui appeler. Mais avant de demander le divorce, avant de commencer la procédure judiciaire, j'avais autre chose à faire. Quelque chose qui blesserait Mathieu d'une manière qui allait au-delà de simplement me perdre. J'allais m'assurer que sa vie professionnelle en souffre aussi. Parce que cette liaison n'avait pas été seulement une trahison personnelle, c'était une violation de l'éthique professionnelle. Mathieu était manager de projet senior. Camille était sa subordonnée directe. Elle travaillait sous ses ordres, lui rendait des comptes. Leur entreprise avait des politiques strictes contre la fraternisation entre superviseurs et subordonnés en raison des problèmes de dynamique de pouvoir. Ce qu'il faisait n'était pas seulement moralement répréhensible, c'était contre le règlement de l'entreprise. Pendant le week-end, alors que Mathieu se morfondait dans la maison en essayant de me faire parler, j'ai travaillé avec Léa pour rédiger un email. Pas pour l'afficher publiquement sur les réseaux sociaux, ce serait trop désordonné, trop émotionnel. Non, ce serait professionnel, formel, dévastateur. Nous avons rédigé un rapport sur les violations du code de conduite interne. Nous avons tout documenté. La chronologie de la liaison, les preuves de la relation, la preuve que les ressources et le temps de l'entreprise étaient utilisés à des fins personnelles. J'ai inclus les textos montrant qu'ils communiquaient pendant les heures de travail, les frais d'hôtel qui coïncidaient avec de prétendus voyages d'affaires, les photos d'eux ensemble lors d'événements d'entreprise où ils étaient clairement plus que de simples collègues. Léa m'a aidé à tout organiser en une plainte formelle. Elle n'est pas avocate, mais elle travaille dans les ressources humaines.
Donc elle sait exactement comment ces choses doivent être formatées. Nous l'avons rendu professionnel, objectif, impossible à rejeter comme étant juste une femme jalouse qui fait des histoires. C'était une plainte éthique légitime, étayée par des preuves irréfutables. Nous avons tout mis dans un fichier PDF, plus de 10 mégaoctets de preuves, et nous avons préparé un email à envoyer aux bonnes personnes, le PDG, la directrice des RH et le chef du département de Mathieu. Le lundi matin est arrivé. Je me suis levée, je me suis habillée pour le travail, et je suis rentrée à la maison pendant ma pause déjeuner. Je me suis assise devant mon ordinateur portable dans notre salon, Léa en appel vidéo avec moi pour un soutien moral. L'email était prêt à être envoyé. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi. C'était le moment, le point de non-retour. Une fois que j'aurais envoyé ça, la carrière de Mathieu serait terminée. Sa réputation serait détruite. Tout le monde dans son cercle professionnel saurait ce qu'il avait fait. Pendant un instant, j'ai hésité. Étais-je vraiment prête à faire ça? À ruiner sa gagne-pain. Puis je me suis souvenue de l'expression de son visage quand je l'ai surpris avec Camille. Je me suis souvenue de notre anniversaire qu'il a passé avec elle. Je me suis souvenue des 4 mois de mensonges, des nuits froides et solitaires, de la nourriture que j'ai laissée tomber sur le sol devant son bureau, de la douleur qui m'écrasait la poitrine depuis des semaines. Oui, j'étais prête. J'ai appuyé sur envoyer. L'email est parti à midi pile. À 12h30, selon une connaissance de Léa qui travaillait là-bas, l'étage de la direction était en ébullition. À 13h, Mathieu a été convoqué à une réunion avec les RH. À 14h, il a été suspendu sans solde en attendant une enquête complète. Et à 15h, j'ai reçu une douzaine d'appels frénétiques de sa part que j'ai ignorés. Il a laissé des messages vocaux me suppliant d'appeler l'entreprise, de leur dire que c'était un malentendu, de retirer ma plainte. Mais je n'allais rien retirer. Il avait fait son lit avec Camille, maintenant il pouvait s'y coucher seul, au chômage. L'enquête n'a pas duré longtemps. Les preuves étaient trop claires. Ils ont trouvé une utilisation abusive de la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles avec Camille. Ils ont trouvé des notes de frais falsifiées, prétendant que les dîners avec elle étaient des repas d'affaires. Ils ont trouvé la preuve qu'il avait été négligent dans ses fonctions parce qu'il était trop occupé à entretenir une liaison. En une semaine, Mathieu a été licencié pour faute grave, pour violation grave de l'éthique professionnelle et conduite indigne d'un cadre supérieur. La note de service officielle envoyée à l'entreprise citait une grave rupture de confiance et une conduite préjudiciable aux valeurs de l'entreprise. Sa réputation était ruinée. Dans ce secteur, dans cette ville, les nouvelles vont vite. Tout le monde savait, et personne n'allait l'embaucher après ça. Camille ne s'en est pas beaucoup mieux sortie. Son stage a été immédiatement résilié. Pas de lettre de recommandation, pas d'opportunités futures avec l'entreprise. Elle a simplement été renvoyée. J'ai entendu dire par des bruits de couloir qu'elle a essayé de s'expliquer, de dire qu'elle avait été manipulée par son patron, mais personne n'y a cru. C'était une adulte qui a fait des choix d'adulte et elle devait vivre avec les conséquences. Je n'ai pas eu pitié d'elle, pas même un peu. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait qu'il était marié. Elle avait vu ma photo sur son bureau. Elle avait probablement répondu à mes appels quand j'essayais de le joindre. Elle n'était pas une victime innocente. Elle était une participante volontaire à la destruction de mon mariage. Les conséquences financières ont commencé à s'accumuler rapidement pour Mathieu. Sans son revenu, il ne pouvait pas suivre les factures, le crédit immobilier, le paiement de la voiture, les cartes de crédit qu'il avait utilisées au maximum pour acheter des choses à Camille. Tout est arrivé à échéance et il ne pouvait pas payer. J'avais déplacé tout mon argent personnel sur un compte séparé auquel il n'avait pas accès. Je n'allais pas le laisser m'entraîner dans sa chute. En 2 semaines, il recevait des appels de créanciers. En 1 mois, il risquait la saisie de la maison. Son téléphone sonnait constamment avec mon numéro. Messages vocaux, textos, tous me suppliant de l'aider, de lui donner une autre chance de réparer ça. Le ton de ces messages a changé à mesure que sa situation empirait. D'abord, ils étaient pleins de remords. Puis, ils sont devenus colériques, m'accusant d'avoir ruiné sa vie. Il m'a traité de cruelle, de sans-cœur, de vengeresse. Il a dit que je l'avais détruit pour une seule erreur. Une seule erreur.
4 mois de tromperie, de mensonges et de vols dans notre mariage, c'était une seule erreur. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis sa famille s'en est mêlée. Sa mère m'a appelée et j'ai fait l'erreur de répondre. Elle a passé 20 minutes à pleurer et à crier, m'insultant de tous les noms. Elle a dit que j'étais une mauvaise épouse, que si j'avais bien pris soin de mon mari, il ne se serait pas égaré. Elle a dit qu'il était normal pour les hommes d'avoir des liaisons, qu'une bonne femme pardonne et passe à autre chose pour garder la famille unie. Elle a dit que je détruisais la vie de son fils par dépit, que j'étais trop fière pour travailler sur mon mariage. J'ai écouté tout ça en silence. Quand elle a finalement manqué de souffle, j'ai dit très calmement « Votre fils a passé notre 5e anniversaire de mariage dans un hôtel avec une autre femme. Il a utilisé notre argent pour lui acheter des cadeaux. Il m'a menti tous les jours pendant 4 mois. Si c'est le genre d'homme que vous avez élevé, alors peut-être que vous devriez lui demander où vous vous êtes trompé, pas moi. » Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai bloqué toute sa famille. Je n'avais pas besoin de leurs leçons sur la façon dont je devrais simplement accepter d'être trompée, mais je n'avais pas encore fini. Pendant que Mathieu perdait son emploi et se noyait dans les dettes, je rencontrais l'avocate que Léa m'avait recommandée. Elle s'appelait Sophie Dubois et elle était tout ce dont j'avais besoin. Vive, impitoyable, expérimentée dans les divorces conflictuels. Elle a examiné mes preuves et a littéralement souri. Elle a dit « Oh, nous allons le détruire au tribunal ». Le droit français permet le divorce pour faute, ce qui signifie que l'adultère est un motif qui peut affecter la répartition des biens. Sophie a expliqué que, parce que Mathieu avait utilisé des fonds matrimoniaux pour entretenir sa liaison, le juge pourrait m'attribuer une part plus importante de nos biens en compensation. Nous avons tout passé en revue. La maison était notre plus grand atout. Mathieu voulait la garder, probablement parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer vivre ailleurs, dans un endroit plus petit, perdant le statut que cette maison représentait. Mais il ne pouvait pas non plus se la permettre. Il a proposé de me payer ma part en plusieurs fois sur la durée. J'ai ri quand Sophie m'a dit ça. J'ai dit « Absolument pas ». Je n'allais pas rester financièrement liée à cet homme pendant des années pendant qu'il me remboursait lentement, soit il me payait ma moitié de la valeur de la maison en une seule fois, plus l'argent que mes parents avaient contribué à l'acompte, soit nous la vendions et partagions les bénéfices. Il serait également responsable du reste de l'hypothèque. Mathieu n'avait pas ce genre d'argent. Il était au chômage et endetté. La banque envoyait déjà des avis de saisie, car il avait 3 mois de retard de paiement. Il n'avait pas le choix. La maison a été mise en vente. Ce magnifique pavillon où nous avions construit notre vie, mis sur le marché à un prix réduit pour se vendre rapidement. Et il s'est vendu vite. Les bénéfices ont remboursé l'hypothèque, m'ont payé mes 50% et ont remboursé les 40 000 € que mes parents avaient apportés. Après tout ça, il ne restait presque rien à Mathieu, peut-être 20 000 €. Pas assez pour recommencer. La procédure de divorce a été brutale. Nous avons dû nous asseoir au tribunal pendant que les avocats se disputaient nos biens, nos vies, nos échecs. Mathieu a tenté une dernière fois de m'apitoyer. Pendant une suspension d'audience, il m'a approché dans le couloir du palais de justice. Il avait l'air terrible, mal rasé, portant un costume froissé, les yeux rouges par manque de sommeil ou par les pleurs, ou les deux. Il a dit « Chloé, s'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché, mais on peut encore arranger ça. Je t'aime encore. Ne jette pas 5 ans de mariage pour ça. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas d'amour, pas de colère, même pas de pitié, juste le vide. J'ai dit « Tu as déjà jeté notre mariage quand tu as posé les mains sur elle. Je ne fais que le rendre officiel. » Et je suis partie. Le juge a signé nos papiers de divorce un mardi après-midi. Comme ça, 5 ans de mariage dissous. J'étais officiellement célibataire, libre, détachée d'un homme qui m'avait trahi de toutes les manières possibles. Mathieu est sorti de ce tribunal avec rien. Pas de maison, pas de voiture. Il avait dû la vendre pour payer ses factures. Pas de travail, pas de femme, pas d'avenir. Il se tenait sur le parking du tribunal, l'air perdu et brisé, et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste le soulagement que ce soit fini.
J'ai pris l'argent de mon règlement et j'ai commencé à me reconstruire. J'ai trouvé un appartement plus petit dans un quartier plus calme. Beaucoup d'arbres, paisible, un nouveau départ. Je l'ai décoré exactement comme je le voulais. Pas de compromis, pas de considération pour le goût de quelqu'un d'autre, juste le mien. Des couleurs douces, des plantes partout. Un coin lecture confortable près de la fenêtre. Chaque recoin de cet espace était à moi et à moi seule. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Je me suis jetée dans le travail. Mon directeur d'école a remarqué mon dévouement et m'a nommée pour un programme de leadership. Je l'ai terminé et j'ai été promue enseignante référente, aidant à concevoir les programmes pour tout le niveau. Cela m'a donné un but, quelque chose de positif sur lequel me concentrer. J'ai lancé une petite entreprise de création d'agendas personnalisés pour les enseignants. Elle a décollé plus vite que je ne l'avais prévu. Soudain, j'avais des revenus provenant de plusieurs sources. J'étais indépendante, stable, prospère. J'ai commencé à faire du sport, non pas pour changer mon apparence, mais parce que ça me faisait me sentir forte, physiquement et mentalement. J'ai perdu 7 kilos, j'ai gagné en muscles, je me sentais en meilleure santé que jamais. Je suis partie en voyage avec Léa et mes autres amis, des week-ends entre filles, des journées au spa, des concerts. Je me suis souvenue de ce que c'était de rire sans le poids de la suspicion et des mensonges qui m'écrasaient. Je suis allée en thérapie, j'ai surmonté la trahison, j'ai appris à faire confiance à nouveau, lentement. Et puis un jour, environ 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle David. C'est un père célibataire. Sa fille est dans ma classe. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion parents-professeurs. Il était gentil, attentif, posait des questions réfléchies sur les progrès de sa fille. Nous avons commencé à parler, puis un café, puis un dîner. Il a pris les choses lentement, n'a jamais insisté. Il a été patient avec mes barrières, mes hésitations, mes problèmes de confiance. Il m'a montré par des actions constantes que tous les hommes ne sont pas des menteurs. Il est tout ce que Mathieu prétendait être, mais n'a jamais été. Honnête, présent, réel. J'ai croisé Mathieu une fois, environ 8 mois après que tout soit terminé. J'étais dans un restaurant avec David, riant pendant le dîner, heureuse, vraiment heureuse. Et je l'ai vu de l'autre côté de la salle. Il était seul, avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Nos regards se sont croisés une seconde. Il semblait vouloir venir, dire quelque chose, mais je l'ai regardé comme s'il n'existait pas, comme s'il était un étranger, parce que c'est ce qu'il était, un étranger qui avait autrefois vécu dans ma maison. Je me suis retournée vers David et nous avons continué notre conversation comme si Mathieu était invisible. C'était la dernière fois que je l'ai vu. J'ai entendu par des amis communs que sa vie ne s'est jamais vraiment rétablie. Il travaille maintenant dans un poste d'informaticien de base, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait, vivant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Camille l'a largué dès qu'il a tout perdu. Il s'est avéré qu'elle voulait le manager senior à succès, pas l'ex-employé fauché, divorcé et en disgrâce. Il a essayé de sortir avec des femmes, mais n'a jamais pu garder quelqu'un une fois qu'elle le cherchait sur Google et trouvait des traces du scandale. Sa réputation est entachée à jamais. Il a fait ses choix et maintenant il doit vivre avec. Pendant ce temps, je m'épanouis. Je suis heureuse. J'ai du succès. Je suis aimée. Je suis respectée. Tout ce qu'il a essayé de me prendre, je l'ai reconstruit en plus fort. Le divorce n'a pas été la fin de mon histoire. C'était juste la fin d'un chapitre que j'aurais dû fermer plus tôt. En y repensant, je peux voir tous les signaux d'alarme que j'ai ignorés. Toutes les fois où mon intuition m'a dit que quelque chose n'allait pas, et où je me suis convaincue du contraire. Je ne ferai plus cette erreur. Je fais confiance à mon instinct, maintenant. Je connais ma valeur. Je ne me contente pas de peu, et je ne perds certainement pas mon temps avec des hommes qui ne voient pas ma valeur. Parfois, la nuit, je pense encore à ce moment devant son bureau, les voyant à travers cette fenêtre, la nourriture tombant sur le sol, le bruit de mon cœur qui se brise. Mais vous savez quoi? Ce n'était pas le son de ma vie qui se terminait. C'était le son de mon réveil. Mathieu ne m'a pas brisé. Il m'a libéré d'une vie construite sur des mensonges. Il m'a rendu service, même s'il ne le voulait pas. Il m'a montré exactement qui il était, et je l'ai cru. Et puis je suis partie.
À toutes les femmes qui regardent ceci et qui ignorent les signaux d'alarme, qui trouvent des excuses au comportement d'un homme, qui ont peur d'affronter la vérité, laissez-moi vous dire quelque chose. La vérité peut faire mal. Elle peut donner l'impression de vous tuer lorsque vous y faites face pour la première fois. Mais les mensonges vous détruiront lentement. Ils vous rongeront de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Choisissez la douleur qui mène à la liberté plutôt que le confort qui vous maintient piégé dans une prison de déni. Vous méritez mieux. Vous méritez l'honnêteté. Vous méritez un partenaire qui est là pour vous, pas un qui est là pour quelqu'un d'autre tout en vous mentant en face. Je m'appelle Chloé Martin. J'ai 29 ans. Je suis divorcée, je m'épanouis et je n'ai jamais été aussi heureuse. Cette nuit a changé ma vie pour toujours, mais pas de la manière que Mathieu pensait. Elle ne m'a pas détruite. Elle m'a reconstruite. Plus forte, plus sage, libre. Voilà mon histoire. La nuit où je suis allée au bureau de mon mari et où j'ai découvert son secret a tout changé. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de vie réelle comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Et avez-vous déjà surpris quelqu'un en train de mentir? Je lis chaque commentaire. À l'écran, vous verrez 2 autres histoires incroyables que je pense que vous aimerez. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai tellement d'autres histoires à partager. Jusqu'à la prochaine fois. Souvenez-vous de ceci. Vous méritez quelqu'un qui travaille tard à construire votre vie ensemble, pas à la détruire. Vous méritez quelqu'un dont les nuits tardives sont passées à essayer de vous offrir un meilleur avenir, pas à voler votre présent pour quelqu'un d'autre. Connaissez votre valeur, protégez votre paix et ne vous contentez jamais, jamais de moins que ce que vous méritez. Paix et amour.